Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, ravi de pouvoir vous retrouver. On va passer cette demi-heure ensemble pour essayer un petit peu de faire le tour, de tout comprendre sur le chômage partiel et les congés payés. Écoutez, c'est une belle, un beau webinar, un beau JT Live qu'on va faire ce matin, puisque vous êtes plus de 300 à être connectés ce matin pour écouter ce webinar et ce JT Live. Bien évidemment, je vous en reparlerai puisqu'on va continuer à faire des JT Live sur tout un tas de sujets très, très précis. Donc, vous êtes connectés aujourd'hui sur l'invitation de votre cabinet comptable. Ces JT Live sont organisés par votre cabinet comptable dans le cadre du groupement national Différence, dont votre cabinet fait partie. Donc, je rappelle l'ensemble des cabinets qui participent à ce groupement sont Axiom, Alliantis, BDL, Capec, Cogest, GVA, Sodarex, Pansar et Associés et Sémaphore. Ce groupement a pour vocation de mutualiser des outils de réflexion, des thématiques, des sujets techniques, des sujets organisationnels. Et ces JT-là, ils sont l'illustration de ce que nous pouvons faire au service de nos clients. Ce JT sera rediffusé en replay sur le site de votre cabinet. Donc, je vous invite à d'ores et déjà, enfin, je dirais juste après ce JT, de pouvoir éventuellement revoir ce JT Live. Vous verrez également celui qui a été fait la semaine dernière sur les 8 mesures à prendre dans cette situation un peu particulière. Et les prochains seront également disponibles sur votre site. Ils sont en principe réservés à tous nos clients et à tous nos contacts. Mais dans cette période un petit peu compliquée, toutes les actions de solidarité sont quand même super importantes. C'est le moment un petit peu de rester tous solidaires et elles sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à faire partager ces JT en replay et en donnant les liens, les bons liens nécessaires pour permettre à l'ensemble des contacts de pouvoir les regarder. Dernier point pratique, je vous invite à poser vos questions dans l'espace de discussion. Je n'y répondrai pas en live, bien évidemment, malheureusement, mais nous publierons toutes les réponses sur notre feed d'actu. On va essayer un petit peu de les gérer. On a d'ores et déjà reçu beaucoup de questions. Si j'ai le temps, j'essaierai d'y répondre à quelques-unes. Sinon, eh bien, toutes les autres questions et celles-ci, vous aurez les réponses dans le fil d'actu. Voilà. Je vous souhaite une excellente réunion et j'espère qu'elle sera suffisamment pédagogique pour vous permettre d'être très opérationnel sur tout ce sujet, sur le chômage partiel et les phénomènes autour des congés payés et des jours de repos en général. Alors, le premier point, c'est quand même une remarque préalable hyper importante. L'esprit de la directe par rapport à cette démarche de chômage partiel et dans l'octroi des autorisations du chômage partiel, il est très clair, ce dispositif doit être pour l'employeur l'ultime recours. Et à ce titre, vous allez voir que dans l'exposé que je vais faire, toute la démarche va être dans la construction de votre demande de chômage partiel, de démontrer, bien sûr, que vous êtes en sous-activité, ça c'est clair, mais de démontrer également que vous avez tout fait pour que le chômage partiel soit l'ultime recours. Ça veut dire, dans un premier temps, c'est recourir au télétravail. Donc, il faut savoir que le télétravail, en principe, il nécessite un formalisme particulier. Compte tenu de la situation actuelle, on peut l'imposer compte tenu du contexte de crise sans formalisme, et notamment tout le formalisme lié aux échanges avec le CSE. Là, dans la situation actuelle, si vous n'aviez pas prévu d'accord sur le télétravail ou de cadre, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez le mettre immédiatement en place. Par ailleurs, compte tenu de l'activité exercée, ou liées à l'absence ou la sous-activité que vous avez constatée ou du contexte organisationnel de votre entreprise, eh bien, vous avez, avec les ordonnances qui ont été publiées la semaine dernière, et le décret notamment, la possibilité d'imposer donc des congés payés, des RTT, des jours de repos dans les conditions fortement assouplies par l'ordonnance. Et notamment quand on dit imposer, effectivement, eh bien, l'employeur a à ses dispositions la possibilité de demander à ses collaborateurs de prendre des jours au moment où ils le souhaitent. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, l'essentiel sur le chômage partiel, tout d'abord, c'est effectivement une application rétroactive du dispositif de chômage partiel
à compter du 1er mars 2020. Deuxièmement, il doit y avoir pour le chômage partiel une information consultation auprès du CSE. Donc, je vous rappelle que le CSE, il y a l'obligation d'avoir un CSE dès lors qu'on a plus de 11 salariés. Ça, c'était une obligation qu'il fallait qu'on respecte avant le 31 décembre 2019. Et donc, toutes les entreprises qui ont un CSE en place, eh bien, vous avez un délai de 2 mois à compter de la demande d'activité partielle pour pouvoir régulariser cette obligation d'information ou consultation. Il ne faut pas le faire au préalable, vous pouvez le faire dans un délai de 2 mois. Ensuite, on a un délai de 30 jours pour déposer la demande avec un effet rétroactif. Donc, ça veut dire quoi, 30 jours? Si on admet que vous avez besoin de mettre, vous avez été obligé de mettre les gens en chômage partiel depuis le 16 mars, eh bien, vous avez jusqu'au 16 avril pour faire votre demande rétroactive auprès de la directe. La durée maximale d'indemnisation est passée à 12 mois, elle était de 6 dans le régime précédent, et le délai d'instruction du dossier sera donc de 48 heures, alors qu'il était beaucoup plus long dans le régime précédent. Un point très important dans le dispositif, l'indemnisation a été largement revalorisée, puisqu'avant, on était sur une indemnisation forfaitaire aux alentours de 7,90 € et quelque chose qui avait été porté à 8 € et quelques, 8,04 € si je ne m'abuse. Là, avec le dispositif, l'employeur sera désormais remboursé de façon proportionnelle au salaire jusqu'à sur un salaire allant jusqu'à 4 fois et demi et indemnisé sur la base de 70% du brut du salaire et 84% du net. La différence entre 70 et 84, c'est que cette indemnité n'étant pas soumise à cotisation, eh bien, ça fait relever le pourcentage au niveau du net. Et bien évidemment, l'indemnité qui est versée, c'est 70% sur la base de la rémunération de la personne jusqu'à hauteur de 70% de 4 fois et demi le SMIC. Un point très important, c'est que les salariés au forfait jour rentrent désormais sans limite dans le champ d'application du dispositif. Auparavant, le système de chômage partiel ne retenait le forfait jour que dans le cadre d'une fermeture totale. Et là, maintenant, on peut envisager une réduction d'horaire ou une réduction partielle pour permettre de rentrer les salariés au forfait jour, ce qui est quand même relativement intéressant. Le délai de remboursement est sur un délai de 12 jours. Donc, ça, c'est pareil. Dès lors que vous avez, la directe a répondu favorablement et positivement à cette démarche, eh bien, nous sommes en droit d'attendre un remboursement dans les 12 jours, ce qui est relativement rapide. Alors, on verra après les conditions dans lesquelles sont payées cette indemnité auprès des salariés et les conditions dans lesquelles vous êtes remboursé en termes de modalités pratiques pour donner l'ensemble des éléments à la directe. Alors, ça, c'était les points essentiels. On va revenir un petit peu plus en détail sur ce chômage partiel pour bien cerner de quoi s'agit-il. D'abord, on parle bien de réduire ou suspendre complètement l'activité de vos collaborateurs, d'une équipe, d'un atelier, d'un établissement, d'une entreprise. Il est possible donc de mettre un salarié en activité partielle de deux manières. Soit stopper complètement l'activité de vos salariés dans le cadre, encore une fois, d'une équipe, excusez-moi, d'une équipe, d'un établissement, d'un atelier, etc. Et donc, si on stoppe l'activité, on est dans un processus dont on parlera de chômage partiel dit total, ou maintenir une activité réduite à hauteur de 20, 50, 75%. Ce sont des exemples, mais il n'y a pas de règle. L'activité réduite, ça peut être bien sûr de quelques pourcents à jusqu'à 100%, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est fondamental, ce sont les activités éligibles. Bien évidemment, toutes les entreprises qui ont une obligation administrative de fermer, et notamment celles qui en reçoivent majoritairement les commerçants, les entreprises non, enfin les commerçants non alimentaires, les cinémas, les restaurants, toutes ces entreprises-là, on en a parlé longuement dans la presse et dans les journaux télévisés, ont une obligation administrative de fermer, elles sont donc éligibles. Tous les commerces
alimentaires et ceux qui ont l'obligation de rester ouverts, ou tout du moins pas obligatoirement l'obligation, mais qui peuvent rester ouverts, commerce alimentaire, les pharmacies, etc., mais dont malheureusement, ils ont une baisse d'activité. Ce n'est pas obligatoirement le cas pour beaucoup de commerces alimentaires, mais peut-être que dans certaines zones, certains commerces ne voient plus aucun client, ont une baisse d'activité, donc ils peuvent demander être éligibles pour une baisse d'activité liée à la pandémie. Des activités qui peuvent rester ouvertes, mais dont les salariés ne peuvent plus travailler pour des raisons organisationnelles ou tout simplement parce qu'ils ont respecté les consignes du ministère de l'Intérieur, le fameux « restez chez vous ». Des activités qui peuvent se poursuivre, mais malheureusement n'ont plus assez de ressources pour pouvoir travailler, matières premières, fournitures, documents de toute nature, éléments administratifs qui leur permettent de travailler. Ils ne peuvent plus recevoir cela. Ce sont des difficultés d'approvisionnement au sens large et donc c'est bien un motif de recours au chômage partiel. Des activités de service qui n'ont plus d'activité du fait de l'arrêt d'événements, donc notamment des entreprises dans la communication, dans l'événementiel, ou l'incapacité de rencontrer des personnes lorsque des entreprises type société d'intérim ou type société de consultants qui sont amenés à recevoir régulièrement des personnes, eh bien, on est obligé d'arrêter les activités. Donc, l'annulation de commandes ou de prestations ou de ce décalage est un motif de recours au chômage partiel. Alors, ici, je vous ai mis l'arbre de décision qui est publié sur le site du ministère du Travail relatif à l'éligibilité au dispositif d'activité partielle. Et là, vous voyez bien dans cette démarche-là que les questions à se poser sont crescendo. Alors, je vous rappelle, comme je disais en préambule, que le chômage partiel est l'ultime recours. On a essayé de travailler en télétravail ou s'organiser en télétravail, possible ou pas possible. Ensuite, on constate que finalement, malgré le télétravail, on a une baisse d'activité. Bien sûr, on essaye d'utiliser tous les dispositifs à notre disposition pour demander aux gens de prendre des congés, des RTT, des jours de repos. Pas plus que demander la possibilité de l'employeur, c'est de les imposer. Et puis, on arrive au chômage partiel. Et là, on utilise cet arbre de décision que nous propose le ministère du Travail. Est-ce que l'employeur est dans un secteur de l'arrêté de fermeture? Oui. Pas de problème, on est éligible? Non. À ce moment-là, on se pose la question si l'employeur est confronté à une réduction ou une suspension d'activité liée à la conjoncture ou à un problème d'approvisionnement. Oui. À ce moment-là, on est éligible. Non. Est-ce que les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés peuvent être prises par l'employeur, à savoir le télétravail, les gestes barrières? Eh bien, à ce moment-là, oui. Et auquel cas, et il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement parce qu'on a répondu à la question préalablement, eh bien, on n'est pas éligible au télétravail. Non. Auquel cas, il faudrait être capable de l'expliquer et le démontrer. Et de ce fait, nous sommes éligibles au télétravail. Alors, quelques points de vigilance quand même, et notamment on rentre dans la partie très pratique de la préparation de votre dossier de télétravail et dans le package de justification que vous pourriez être amené à fournir à la directe pour obtenir un accord. D'abord, l'activité partielle est une mesure collective. On ne peut pas envisager de faire de l'activité partielle pour un tel ou un tel dans l'entreprise et ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour faire en sorte que le travail soit équilibré. Donc, il doit y avoir une démarche collective et c'est une fermeture totale ou partielle de l'entreprise, de l'établissement, d'un service, d'un atelier, d'une équipe ou d'une activité spécifique. Et à l'intérieur de ce périmètre-là, auquel cas on doit déterminer les modalités de cette activité partielle dans le périmètre défini. Donc, on n'est pas obligé de le faire au niveau uniquement de l'entreprise. On peut être capable de le faire sur des périmètres plus restreints dès lors qu'on est en capacité de les démontrer que c'est l'activité normale de l'entreprise. En revanche, deux salariés, comme je disais, du même service ayant la même fonction, il n'est pas possible de mettre un salarié en activité partielle et pas l'autre. C'est tout le monde. Et auquel cas, on fait un équilibre de façon à ce qu'il y ait effectivement une bonne répartition dans le cadre du périmètre organisationnel. Donc, il faut répartir les heures perdues pour ces personnes-là. Ça, c'est le premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance important,
L'employeur qui n'obtient pas l'autorisation de l'administration, ou celui qui n'aurait pas fait les formalités de demande et qui envisagerait de verser une indemnité à hauteur de 70% de la rémunération du salarié à hauteur de 4,5 fois le SMIC, et qui n'aurait pas effectivement fait les démarches, non seulement, bien sûr, il ne sera pas remboursé, mais surtout, il peut être condamné au paiement des compléments de salaire et des dommages et intérêts auprès du salarié pour réparation de préjudice, eu égard au fait qu'il n'aurait payé que 70% de sa rémunération. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que dans la production des payes, il faut être très vigilant. Dès lors que certaines entreprises ont pris l'option d'appliquer le chômage partiel sur les bulletins de paye du mois de mars, sans avoir obligatoirement obtenu l'autorisation de la directe, eh bien, si malheureusement ces entreprises-là n'obtiennent pas la confirmation ou un refus, il conviendra de régulariser ce qu'elles ont fait sur leur bulletin de paye pour éviter qu'elles soient embêtées. Et bien évidemment, il convient surtout de s'assurer que le paiement des salaires auprès de ses collaborateurs soit assuré à 100% en l'absence de chômage partiel. Les salaires à payer correspondant sont soit au seul montant des indemnités non versées, soit à la totalité des salaires non perçus pendant la période de chômage, si l'entreprise n'a pas obtenu son autorisation. Et bien évidemment, je vous invite à contacter votre cabinet comptable qui est très au fait de tout cela pour pouvoir faire en sorte que tout cela est tout à fait valable. Alors, on va passer maintenant à la partie très concrète. Comment on procède pour effectuer cette demande? Il faut passer par le site de la Directe pour déposer vos demandes. Le site, c'est activitépartielle.emploi.gouv.fr. On a un délai de 30 jours avec effet rétroactif pour déclarer. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il y a une absence de validation dans un délai de 48 heures, il y a un accord tacite de la Directe sur le sujet. Et les services, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les services de déclaration du chômage partiel, et vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait, et j'ai même eu une question sur le sujet où vous n'avez pas reçu de réponse puisqu'ils sont submergés. Pour l'instant, pour l'instant, vous êtes encore dans une étape préalable où vous avez demandé votre identifiant et vos liens de connexion. Je vous rappelle qu'à ce sujet-là, vous devriez, une fois que vous avez fait la première demande de connexion, vous allez recevoir un lien, en tout cas un mail avec l'identifiant, un mail avec le mot de passe et puis un mail d'habilitation pour pouvoir faire votre demande. Ça peut demander 3, 4, 5 jours. Je sais que certains d'entre vous sont toujours en attente. Votre demande a été retenue. Si au bout de 5, 6 jours, 7 jours, vous n'êtes toujours pas reçu de réponse, je vous invite à les relancer et en utilisant, il y a une boîte mail qui permet de poser les questions et à les relancer pour obtenir vos codes. Bon. Vous pourrez trouver à disposition sur les sites internet de vos différents cabinets un outil tutoriel, un petit guide qui vous permet très, très concrètement en une douzaine ou une quatorzaine de pages qui vous explique étape par étape comment procéder avec les petits pièges qu'il faut savoir éviter lorsque vous allez remplir votre demande d'habilitation ou d'autorisation de chômage partiel. Donc, je vous invite à la sortie de cette réunion à télécharger sur les sites, cet après-midi j'imagine, l'ensemble des tutoriels sur chacun des sites de vos cabinets pour vous permettre de vous naviguer correctement. Alors, comment on procède bien sûr à cette demande? Vous l'avez vu. Les points d'attention pour remplir cette demande sont simples. D'abord, bien motiver la demande. Vous allez voir, il y a une partie dans le site qui vous demande des informations à peu près précises pour développer les conséquences directes sur l'activité de l'entreprise de cette perte de commande, de cette perte de chiffre d'affaires, etc. Bien évidemment, à ce stade, dans le site, vous n'allez pas pouvoir mettre l'ensemble des justificatifs. En revanche, je vous conseille de constituer un dossier pour bien expliquer tout ça, là où vous allez perdre du chiffre d'affaires, là où vous avez une baisse d'activité de salariés, là où vous ne pouvez pas vous faire approvisionner, ce qui vous conduit à arrêter vos activités, de garder ça par devers vous. Si la Directe ou dans l'hypothèse où la Directe vous demande des compléments d'information
au-delà de ce que vous auriez noté sur le site. Si vous n'avez pas de visibilité, il faut faire une demande de chômage partiel au moins jusqu'au 30 juin 2020 dans un premier temps, par précaution. Ça, c'est les recommandations du ministère. C'est simplement dans les contacts qu'on a pu avoir avec la directe. Ils acceptent le fait qu'on puisse faire une demande par principe jusqu'au 30 juin. Si on a une reprise préalable de l'activité, une simple information à la directe suffira pour interrompre la prise en charge. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, par précaution, je vous invite à le faire jusqu'au 30 juin. Le site vous permettra de préciser, bien sûr, le nombre de salariés que vous avez en ETP, le nombre de salariés concernés par le chômage partiel au niveau global et le nombre total d'heures à indemniser. À ce stade, vous marquez que des nombres généraux. C'est dans une troisième étape qu'éventuellement vous donnerez les détails par salarié. Mais à ce stade, quand vous ferez votre demande, ils vous demanderont uniquement le nombre de salariés en ETP, le nombre de salariés concernés par le chômage partiel et le total des heures indemnisées. Un point important, pour le calcul des heures, pour les salariés que vous avez en forfait jour, on retient 7 heures par jour. Alors, qui paye les salariés en chômage partiel? Eh bien, le salarié perçoit une indemnité à hauteur de 70% de sa rémunération brute, environ 84% du net, dans la limite de 4,5 fois du SMIC. L'employeur peut compléter à hauteur de 100% du net pour, en revanche, cette partie de complément à hauteur de 100% du net, bien évidemment, ne sera pas indemnisée. À ce jour, un doute existe pour savoir si ce complément est soumis à cotisation sociale ou non. Pourquoi je vous dis ça? Puisque dans le régime actuel ou précédent, je dirais, du chômage partiel, eh bien, il était prévu dans le cadre d'une circulaire de la DGEFP de juillet 2013, dans le point 6.3 de la fiche 6 que j'ai noté, que ces compléments de rémunération donnés par l'employeur pourraient être qualifiés de revenus de remplacement. Bon. En revanche, il existe une incertitude juridique sur savoir si, du fait qu'on est sur un régime exceptionnel, cette disposition eh bien, pourrait éventuellement s'appliquer. On cherche à savoir, bien évidemment, confirmation sur ce point-là et votre cabinet vous le confirmera. Mais il y a peut-être une opportunité, mais pour l'instant, je ne peux pas vous la confirmer. En tant qu'employeur, enfin, vous êtes intégralement remboursé de l'allocation d'activité partielle. Elle est cofinancée par l'État et l'UNEDIC avec, effectivement, sur la base, comme je vous le disais, du salaire en proportionnalité à hauteur de 70% et tout ça dans une limite de 4,5 fois le SMIC. Qui peut être mis au chômage partiel? Bien évidemment, tous les salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD à temps complet ou à temps partiel. Bien évidemment, les salariés en forfait annuel, qu'ils soient en jours ou en heures. Et bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on soit en situation de fermeture totale ou partielle de l'établissement ou tout simplement en réduction de l'horaire de travail. Ne sont pas éligibles. Très important. On a eu des questions sur le sujet. Les gérants de SARL, les gérants minoritaires, les présidents de SAS ou de CESU. Il existe quand même un point d'interrogation ou tout simplement de confirmation à obtenir sur les DG de SASU lorsqu'ils sont rémunérés au titre d'un contrat de travail en parallèle du mandat social. Donc, on parle bien des DG qui ont un lien de subordination fort et qui est réel, pratique, juridique et qui bénéficient d'un contrat de travail en parallèle du mandat social et qui sont rémunérés au titre de ce contrat de travail, notamment tous ceux qui peuvent bénéficier de la couverture chômage. Alors, quelques points de synthèse en pratique pour le salarié et l'employeur. L'employeur verse au salarié une indemnité minimum égale à 70% de la rémunération brute, 80% du net. Une fois obtenu l'autorisation de la directe, l'employeur adresse ensuite une demande de remboursement. Ça, c'est une fois qu'on a obtenu l'accord, qui est faite sur activité partielle impôt.gouv. Et cette demande permet de renseigner pour chaque salarié les heures travaillées et les heures chômées. Il existe un simulateur qui n'est pas actuellement actif avec les nouvelles dispositions, qui devrait être actif dans quelques jours pour vous permettre de faire une simulation de ce que vous pourriez être remboursé. Et une fois que cette troisième étape de renseigner l'ensemble des éléments de demande de remboursement sera fait, eh bien, vous serez remboursé par l'agence de services et de paiement, l'ASP, dans un délai de 12 jours.
Les contrats pro, deux cas de figure. L'école est fermée, eh bien, à ce moment-là, le salarié peut être mis en chômage partiel. L'école reste ouverte. Le salarié bénéficie de sa rémunération habituelle et du chômage partiel pour les heures perdues au sein de l'entreprise. C'est très clair. Alors, pour terminer, quelques points d'attention sur effectivement le décret, l'ordonnance qui a été sortie le 25 mars 2020, qui assouplit les règles en matière de prise de congés payés et jours de repos. Il y a un certain nombre de règles, nouvelles règles qui ont été données, et tout cela jusqu'au 31 décembre 2020. D'abord, la possibilité d'imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, 5 jours ouvrés, moyennement au moins 1 jour franc et sous réserve qu'un accord d'entreprise y autorise jusqu'au 31 décembre 2020. Donc là, ça suppose effectivement qu'il y a un accord d'entreprise qui soit trouvé, qui explique la proposition qui est faite d'imposer ces jours entre maintenant jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ça, c'est libre à chacun de le déterminer comme il le veut, soit de le faire pendant la période de confinement, soit de le faire pendant et après, soit de le faire indifféremment. Et ça, c'est dans le cadre d'un accord d'entreprise qui concerne l'ensemble de l'entreprise. Deuxièmement, la possibilité à l'employeur de fixer unilatéralement des jours d'RTT ou autres jours de repos, jours de modulation, jours de récupération, donc des liés au forfait jour ou au CELT, dans la limite de 10 jours et moyennant un délai d'1 jour franc jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, le premier sur les RTT, on est dans le cadre d'un accord entreprise. Dans le deuxième, on est dans le cadre d'une fixation unilatérale par l'employeur. Donc, le troisième point de cette ordonnance précise effectivement qu'il y a la possibilité de déroger sur les durées maximales de temps de travail et sur le temps de repos dominical. Tout ça, c'est possible. Il y a une liste des secteurs qui seront concernés et qui sera confirmée prochainement par un décret qui fixera effectivement l'ensemble des secteurs prévus et notamment pour pouvoir augmenter les heures de travail hebdomadaires et les possibilités là où c'était un petit peu réduit, tout ça étant effectivement dérogatoire à la situation actuelle et aux situations conventionnelles. Donc, cette ordonnance, précisée par un décret pour la liste des secteurs, permettra d'aller beaucoup plus loin sur le sujet. Sur les jours de repos, petite précision, pour les salariés dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail, eh bien, on permet d'imposer à ces salariés de prendre ces jours de RTT ou de ces jours de repos dans le cadre de cet accord d'aménagement du temps de travail ou de les modifier ou de modifier les dates de prise de séjour aux dates que choisit l'employeur. De la même manière que c'est possible au niveau d'un accord d'aménagement du temps de travail, eh bien pour les conventions de forfait et notamment pour les salariés en forfait heure et en forfait jour, eh bien l'employeur peut décider de la prise à des dates qu'il choisit lui-même des jours de repos prévus par cette convention. Enfin, l'employeur peut imposer aux salariés la prise de repos affectée sur un compte épargne-temps. Je n'ai pas parlé dans le slide des éventuels jours de congés payés sur les périodes antérieures qui sont théoriquement prises avant une certaine période, et bien, de façon également, je dirais, dérogatoire dans le cadre de la convention ou d'accord d'entreprise qui a été signé avec les congés payés. On peut très bien prévoir l'utilisation ou la prise de ces jours sur la période antérieure à une date qui convient à l'employeur, et tout ça dans la date limite du 31 décembre 2020. Je terminerai par les arrêts maladie, simplement pour vous dire que le délai de carence est supprimé. Donc, ça veut dire qu'on est indemnisé dès le premier jour. Je parle notamment, bien sûr, des arrêts maladie pour les gens qui seraient malheureusement infectés ou malades, et également pour les arrêts de maladie pris pour garde d'enfants. Le salaire est maintenu sans condition d'ancienneté et les arrêts sont valables également pour les mandataires sociaux, sauf s'ils ne sont pas salariés, bien sûr, et les travailleurs non salariés. J'en ai terminé. Il est exactement 11h59, bientôt midi.
simplement pour vous remercier d'avoir participé à ce JT Live, en espérant que ça a été suffisamment clair pour vous, que j'ai été suffisamment explicite et pédagogue dans cette démarche. Prenez soin de vous surtout, et puis et de vos proches. Et puis, on vous retrouve au prochain JT Live qui a lieu mercredi 1er avril, c'est-à-dire dans 2 jours, à 11h30. Et la thématique qui sera développée, c'est le fonds de solidarité et les prêts BPI, et notamment le fonds de solidarité pour les indépendants à hauteur de 1 500 €. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute et encore une fois, prenez soin de vous et de vos familles. Et puis à bientôt au prochain JT Live.